Heureux, bienvenue sur mon bureau. On vient de voir justement les 13 techniques pour améliorer sa créativité. C'était la première partie du module 1, alors je pensais pas qu'elle allait être aussi longue. Et c'est pour ça que j'en ai fait plusieurs vidéos, pour pas avoir à regarder toute la vidéo et vraiment se concentrer sur la partie qui nous intéresse le plus. Dans cette partie-là, c'est une technique qui est particulièrement efficace, malgré tout ce qu'on a vu avant. Il y a une technique qui est forcément mieux que les autres. C'est donc pour ça que j'ai créé une partie à part juste pour parler de cette technique parce qu'en plus elle est passionnante. Elle a été faite par donc en fait tout est parti du facteur G. Donc le facteur G c'est pour général. Donc le facteur G c'est pour général, il n'y a pas de E d'ailleurs. Euh, le facteur G c'est en fait lorsque tu fais un test de QI. Donc tu as t'as le QI, là tu as un fort QI, là tu as 0, et puis là je sais plus jusqu'à combien ça va, peut-être 200, j'en sais rien. Et en fait tu vas avoir plein de strates, tu vas avoir plein de mondes en fait qui va avoir des QI différents. Là il y a celui qui a un faible QI, et puis là il y a un fort QI. Bah, le facteur G en fait c'est le facteur qui sépare justement une personne d'une autre, une personne qui a un fort QI d'une autre. Ça c'est le facteur G. Et en fait, tout commence par le facteur G, tout commence par ce truc-là. Les gens, donc ça vient de Charles Spearman, qui est né à Londres en 1863, qui a justement mis en valeur ce facteur G-là, en essayant de trouver ce qui différenciait une personne d'une autre. Parce qu'en fait, le QI, c'est vachement important lorsqu'on est dans le monde du travail, ou même dans n'importe quelle résolution de problème. On pense directement au QI quand on veut donner une tâche à une personne ou à une autre, c'est le QI qui rentre en jeu. Et finalement, il y a des gens qui se sont demandé mais d'où ça vient, d'où vient le QI, d'où vient cette différence entre un individu, d'où vient le fait qu'il y a un individu qui a un faible QI et d'où vient la différence en fait qu'il y a un individu qui a un fort QI. Est-ce que c'est héréditaire, est-ce que c'est biologique, est-ce que c'est simplement la taille du cerveau qui fait en sorte qu'on a un gros QI ou pas? Et en fait, tu as donc un mec qui s'appelle Joy Paul Guilfoyle qui n'était pas du tout d'accord avec cette notion d'intelligence. Lui, il dit que le QI, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est pas parce que tu as un fort QI que tu es intelligent. En fait, l'intelligence, pour lui, ça vient surtout de la créativité. Surtout de la créativité et de l'imagination. Et en fait, lui, il pense pas du tout comme Charles Spearman. Lui, c'est vraiment le père de la pensée divergente, en fait. La pensée divergente, si on essaye de trouver les origines de la pensée divergente, c'est vraiment Joy Paul Guilfoyle qui l'a matérialisé ou qui l'a mis en évidence justement en réaction contre cette notion de QI de Charles Spearman qui est un londonien de 1863. Donc, et lui, il est de quelle date 1897. Donc, tout ça pour te dire que c'est quelque chose qui date depuis très longtemps, la pensée divergente. La pensée divergente, on en a parlé juste avant dans la première partie du module 1, au cas où si tu commences par cette partie-là. Et en fait, tu as deux bonhommes. Donc, tu en as un qui s'appelle Jacob W. Getzel, qui est né en 1912. Donc là, on est vraiment dans du contemporain par rapport au prédécesseur. Et lui, il est professeur en psychologie à Chicago. Il est né en Pologne, en fait, et il a immigré. Et en fait, lui, il s'est vraiment basé sur tout ce qui était recherche. En fait, c'est un professeur de psychologie. Et il s'est vachement basé sur tout ce qui était recherche. Il a créé un livre qui s'appelle Creative Vision. Creative Vision. Si tu veux le lire, tu peux taper ça dans Amazon. Bon, c'est un livre en anglais, à mon avis, ça doit être assez complexe à lire, mais il s'est surtout concentré sur le problème de recherche de problèmes, en particulier dans les arts. En fait, lui, c'était vraiment ça son truc. Et en fait, il s'est associé avec un autre bonhomme qui s'appelle Philippe Jackson.
Donc en fait, lui c'est un psy, on va le mettre comme ça, psy, et puis lui c'est une sorte de professeur des écoles en quelque sorte, ou en tout cas c'est quelqu'un qui était très proche des enfants, qui a mené des études sur les enfants. Donc il est né en 1928 et il est mort très récemment en 2015. Et en fait, eux deux, ils ont créé un livre qui s'appelle le Creativity and Intelligence. Donc ça, c'est vraiment le livre qui fait référence lorsqu'on parle de créativité, qui a été sorti en 1962, donc ça date un peu. Et en fait, dans ce livre-là, ils ont créé un test sur l'intelligence, un test qui mesure la créativité, qu'on appelle le test de Jackson, et aussi le test du trombone. On a peut-être entendu parler de ce test du trombone-là. Voilà d'où ça vient, voilà le chemin qu'il a fallu parcourir pour arriver à ce test du trombone. Le trombone, tu sais, c'est le truc qui ressemble à ça, qui sert à attacher deux feuilles ensemble à son origine. Ça a été conçu pour ça. Et en fait, le test du trombone, c'est de prendre cet objet et d'imaginer quelle utilisation on en a. Les enfants les enfants de 5 ans en fait arrivent à trouver jusqu'à 200 utilisations de ce trombone là. Les enfants de 10 ans, ils arrivent à en trouver 30, et puis les adultes de 20 ans, ils arrivent à en trouver 10 sur une période de 10 minutes. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, les enfants ne sont pas formatés par l'éducation, ne sont pas formatés par le monde extérieur, ne sont pas formatés par justement tout ce qu'on leur dit de faire, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Eux, ils arrivent dans le monde et en fait, pour eux, tout est possible. Et lorsque tu as besoin de travailler ta créativité, c'est exactement ça. Il faut que tu te dises que tout est possible. Pour pouvoir trouver des idées originales, il faut vraiment que tu mettes dans ta tête que tout est possible. Et en fait, cet exercice, tu peux le faire. Moi, je l'ai transformé en exercice quotidien. Enfin, c'est pas moi qui l'ai transformé, c'est un exercice assez connu qui est d'utiliser tous les matins. Donc, je te disais de faire une écriture libre tous les matins de 10 minutes pour tenir un journal intime. Dans les exercices précédents, on a vu ça. Là, tu peux aussi additionner ton rituel quotidien par faire 10 minutes de créativité intelligente en quelque sorte, c'est-à-dire tu prends un objet comme le trombone et tu essayes d'imaginer son utilisation. Tout ça, ça a donné naissance au mind mapping qui, on verra dans la suite de ce module-là, je te donnerai un outil justement de mind mapping. Mais l'utilisation de ce trombone, donc en fait, moi j'ai pas de trombone chez moi, enfin j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Donc j'ai juste trouvé sur internet juste des exemples pour te montrer. Donc on peut maintenir un papier ensemble. Par exemple, si tu mets un papier là, tu vois bien, c'est vraiment fait pour ça en fait, de maintenir les papiers ensemble. Tu peux tu peux faire un bouton de manchette avec pour maintenir justement ta manche. Tu peux faire des boucles d'oreilles, tu peux faire tu peux imiter, faire un trombone avec. Il y a un test aussi en informatique où tu peux tester justement l'allumage de ton ordinateur pour le remettre à zéro. Tu peux garder des fils d'écouteurs ensemble, c'est-à-dire que si tu as des fils d'écouteurs, tu peux le coincer. Admettons, tu as tes fils d'écouteurs, ben, tu peux le coincer dans ton trombone, et puis tu peux t'en servir comme marque-page. Si tu lis un bouquin, tu peux t'en servir comme marque-page. Ça, c'est des exercices c'est des exemples que j'ai trouvés assez rapidement sur Internet. Mais l'idée de l'exercice, c'est vraiment de te poser 10 minutes, de regarder un objet et de te dire qu'est-ce que je peux faire avec. Le mieux, c'est d'utiliser un objet que tu peux tenir dans les mains. Par exemple, un stylo, qu'est-ce que je peux faire avec à part dessiner? Je peux, par exemple, l'utiliser comme une règle. Je peux faire une ligne droite. Je peux faire plein de trucs. Par exemple, on peut prendre l'exemple du briquet. Le briquet, en fait, tu peux allumer le gaz de la cuisine, tu peux allumer une cigarette, tu peux brûler des documents un peu compromettants, tu peux allumer une bougie, tu peux animer un concert, genre quand tu es dans la tribune, tu peux allumer ton bougie et faire oh 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 oh. Tu peux caler une porte si vraiment tu veux juste avoir l'espace dans ta porte qui laisse passer juste la taille du briquet. Tu peux réchauffer les pieds quand il fait froid. Donc ça, c'est une liste pareil que j'ai trouvée sur internet sur l'utilisation d'un briquet.
Tu peux t'en servir comme marque-page. Pareil, tu peux mettre le briquet et le stylo, idem, tu peux t'en servir comme marque-page. Tu peux décorer un salon, donc si le briquet est très grand et qu'il est en couleur, il y a ça aussi en fait dans cet exercice-là. Il faut vraiment imaginer que tes objets peuvent être utilisés d'une taille différente. Et si, en fait, la formule magique, c'est et si. J'en ai parlé dans une vidéo sur la créativité, justement, comment être créatif grâce à un livre qui s'appelle, le livre c'est L'idée qui tue. D'ailleurs, je te le recommande, c'est un très bon livre, L'idée qui tue de Nicolas Bordas. Nicolas Bordas, je crois que ça s'écrit comme ça, qui est un ancien publicitaire, et il a créé justement un livre qui s'appelle L'idée qui tue, et lui il a une formule magique, c'est et si. Imagine, et si le trombone il faisait 10 mètres de haut, qu'est-ce que tu pourrais faire avec? Ben, on va le mettre ici. Là ici c'est la formule magique qui s'appelle et si. Et si le trombone faisait 10 mètres de haut, par exemple, là tu as une route, si tu avais un trombone qui faisait 10 mètres de haut comme ça, est-ce que tu pourrais pas simplement l'utiliser en tant que lampadaire pour pouvoir allumer la route? Et si le trombone était en mousse, qu'est-ce que tu pourrais faire avec? Et si le trombone était en plastique, ou si le trombone était géant, c'est-à-dire que si tu avais par exemple la planète Terre ici, la Lune ici, et puis le Soleil là, est-ce que tu pourrais pas utiliser le trombone pour pouvoir marcher dessus et puis pour pouvoir t'approcher du soleil, par exemple? C'est vraiment ça en fait l'idée d'utilisation du trombone, c'est et si il était mou, si le trombone était mou, est-ce que tu pourrais pas juste en faire un fouet par exemple, ou une corde? S'il était mou, forcément le machin il partirait complètement en vrille. Donc c'est vraiment ça l'idée de cet exercice, c'est de se dire et si les choses n'étaient pas comme elles sont, et si elles avaient juste un paramètre différent. Lorsque tu veux chercher une idée, lorsque tu veux trouver une idée, lorsque tu veux travailler sur une nouvelle façon de créer des vidéos, par exemple, si toi tu veux créer des vidéos sur YouTube, ou une nouvelle façon de concevoir des t-shirts, ou une nouvelle façon de créer de la musique, une nouvelle façon de je sais pas quoi, peu importe ton œuvre, ton art, c'est et si ça serait différent, et s'il y aurait un paramètre différent dans ta fabrication de ton œuvre. Dans le cas d'un briquet, et s'il serait immense, est-ce qu'on pourrait pas juste l'utiliser comme une œuvre d'art qu'on pourrait poser chez soi? J'avais d'autres exemples avec le briquet. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser comme projectile pour essayer d'appeler quelqu'un? Est-ce qu'on pourrait tasser une cigarette? Donc ça c'est ce que font les fumeurs. Est-ce que on pourrait battre la mesure avec? Donc tout ça, on reste encore dans la même idée de matérialité, c'est-à-dire qu'on considère que le briquet reste en tant que briquet. Il faut vraiment se forcer à imaginer le briquet dans une autre taille, dans une autre forme, dans une autre dimension. On pourrait donc jouer la toupie, signaler un endroit, un objet pour s'en servir comme pense-bête. On pourrait faire un petit trou dans une feuille, ça là, celui-là je l'ai pas compris, faire un petit trou dans une feuille de papier pour mettre dans un classeur, ça j'ai pas forcément compris le concept. Faire fondre du fromage, donc on voit bien, on peut prendre un briquet puis faire fondre le fromage. Là on est encore dans une utilisation logique du briquet, c'est-à-dire qu'on est encore dans l'utilisation où on utilise la flamme donc tel qu'il est censé être utilisé. C'est pas ça qu'on recherche, on recherche vraiment comment on peut l'utiliser d'une manière différente qui n'a jamais encore été utilisée. S'en servir de banc pour s'asseoir, si le briquet est géant, voilà, là c'est exactement, là on est vraiment dans et si le briquet il serait différent, et si il serait géant, on pourrait un briquet c'est foutu comme ça. Pardon. Un briquet c'est foutu comme ça, hop, et si par exemple il serait creux, on va dire, et puis on pourrait s'asseoir dedans. Donc là tu imagines le briquet, on pourrait avoir une belle flamme ici, et puis en fait on pourrait simplement s'asseoir dessus pour discuter avec son pote dans un briquet, par exemple. Graduer le briquet pour en faire une règle et mesurer, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec un stylo. Si par exemple on a une graduation, on pourrait mesurer, si par exemple je veux mesurer cette feuille là en taille de stylo, ben, cette feuille là en taille de stylo elle fait un stylo plus jusqu'au bouchon. Donc en fait je m'en suis servi comme règle. Ça peut être une utilisation possible. S'en servir comme une lampe si on a perdu quelque chose dans l'obscurité, ça c'est utiliser le briquet pour autre chose que ce qu'il a été conçu. C'est-à-dire qu'il a été conçu pour allumer, pour produire du feu, mais on peut utiliser cette flamme pour allumer, dans le sens créer de la lumière.
s'en servir pour faire un feu de détresse si on est perdu, ça c'est pas très intéressant. Faire de la pyrogravure sur une planche en bois, c'est pareil, on est toujours dans l'idée de brûler. S'en servir de bascule pour envoyer des boulettes de papier. Oui, c'est dans le cas où on est comme ça et on met une boulette de papier et hop, on s'en sert comme bascule. Donc là, par exemple, je viens d'utiliser le stylo comme une catapulte en quelque sorte. Donc c'est une autre utilisation du stylo. Je l'utilise pour sa forme. Censé jouer à la pétanque en essayant d'envoyer plus près vers une cible. Donc on envoie le briquet vers une cible. Bon, ça c'est s'en servir comme projectile. On peut utiliser tous les objets comme projectile. Je pourrais simplement inventer un jeu où je pose un objet là et j'essaye de m'en approcher le plus possible sans le toucher. Ça c'est un jeu possible. Enfin, c'est une utilisation possible d'un objet. Ouvrir une brique de lait en buvant au bout si on n'a pas de ciseaux. Ouais, ouvrir des canettes aussi, on peut ouvrir des canettes avec un briquet. Donc là, on est pareil dans une utilisation autre que d'utiliser la flamme. Donc ça, c'est intéressant. Et s'en servir comme presse-livre. Pareil, si vraiment il est très lourd, on peut s'en servir pour poser sur un livre. Donc vraiment, cette idée-là de considérer le briquet comme, enfin, considérer l'objet comme quelque chose de différent. On pourrait imaginer cette clé USB, comment on peut l'utiliser différemment. On pourrait imaginer cette paire de ciseaux qui est d'ailleurs un peu bizarre. On pourrait imaginer l'utiliser un peu différent, comme simplement un X qu'on pourrait on pourrait l'utiliser comme un X ou on pourrait l'utiliser comme une paire de lunettes en mettant ces yeux là. C'est ça en fait l'idée de cet exercice là et surtout l'idée de cet exercice là c'est de le pratiquer tous les jours 10 minutes tous les matins là où ton cerveau il n'a pas encore. Parce qu'en fait, quand t'es dans le matin, quand c'est le matin, c'est un peu comme si t'étais dans le matin de ta vie en quelque sorte. Donc t'es encore un enfant quelque part. T'as pas été formaté par ta journée. Donc le matin, t'as encore toutes les idées allumées, toutes les possibilités. Et le fait de répéter cet exercice dans le temps, bah, ça va te développer des réflexes où tu vas avoir, lorsque tu vas être face à un problème, tu vas arriver face à un problème, à un obstacle qui t'empêche justement de réaliser ton projet, bah, tu vas te dire immédiatement, tu vas te rappeler de cet exercice que tu fais tous les matins, tu vas dire et si c'était différent, comment je pourrais contourner le problème, comment je pourrais le voir d'un angle différent, comment je pourrais juste changer un tout petit paramètre dans le problème pour plus que ça devienne un obstacle. Donc ça c'est vraiment un exercice enthousiasmant, c'est pour ça que je l'ai sorti de ma liste des 10 exercices pour augmenter sa créativité. Et je t'encourage justement d'utiliser cet exercice tous les jours, d'en faire une habitude pour développer ta créativité. Donc tout ça, ça a donné naissance au mind mapping parce qu'en fait, le mind mapping c'est quoi? C'est, je vais utiliser une autre feuille. Le mind mapping, c'est tu as un problème, donc on va dire tu as le trombone. Le trombone c'est ça, et en fait après tu dis l'utilisation que tu peux en faire. Tu peux faire un presse-papier, tu peux faire un marque-page, tu peux en faire un je sais pas quoi, un instrument de musique. Tu peux en faire je sais pas quoi, autre chose. Et en fait le mind mapping c'est ça, c'est que tu vois directement visuellement toutes les possibilités que tu peux faire avec un objet. Donc tu peux tous les matins prendre une feuille comme ça, mettre le nom de l'objet que tu veux trouver. Tu te traces, là j'ai tracé 3, 3, 6, 7, 8, j'ai tracé 8 lignes, 9, 10, 11, 12, tu peux avoir 12 traits comme ça, tu te donnes 10 minutes et le but c'est de remplir les 12 cases pour trouver un objet, pour trouver une fonction à cet objet. Donc là tu peux mettre trombone, mais tu peux mettre autre chose, tu peux mettre briquet, tu peux mettre clé USB, tu peux mettre tout ce qui te vient à la tête, tu peux mettre une lampe, tu peux mettre tout ce que tu vois, tout ce que tu peux palper, tout ce que tu peux utiliser. Et, tu peux même mettre ici un concept, tu peux mettre par exemple le rouge. Le rouge, comment je peux l'utiliser le rouge? Le rouge, je peux, peut-être c'est du sang, peut-être que c'est la couleur de je sais pas quoi. Enfin voilà, vraiment tu peux mettre des concepts au milieu et pas forcément des objets. Et d'utiliser ça comme exercice tous les jours, c'est vraiment très... en tout cas, ça va booster ta créativité et ça va te permettre de développer des réflexes que tu n'as pas forcément actuellement pour justement surmonter les obstacles que tu vas rencontrer dans la vie. Donc ça, c'est vraiment
un exercice qui est très enthousiasmant. Voilà, je te laisse avec ce truc-là. On se retrouve tout de suite dans la troisième partie du module 1 avec une liste d'outils qui est fort intéressant. Du coup, je vais filmer mon écran d'ordinateur pour pouvoir te montrer tout ça. Et donc, je te dis à tout de suite à l'intérieur de mon ordinateur. Alors voilà, bienvenue dans la troisième partie du module 1. Alors là, on a vu justement comment muscler son cerveau et faire des exercices pour muscler son cerveau. Alors bah, les exercices, c'est toujours la même chose finalement. C'est comme le sport, c'est toujours contraignant. Euh, Idéalement, c'est qu'il faut se forcer à le faire, mais c'est jamais évident de se forcer à faire les choses lorsqu'elles sont contraignantes. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un coach ou quelqu'un qui vous supporte. Euh, Là, dans ce module 1, le but étant de trouver de trouver une idée originale, surtout une idée qui permet d'être focalisée et de ne pas la lâcher, c'est-à-dire de trouver une bonne idée qui vaut vraiment la peine d'être exploitée. Il me semblait important que je te donne justement des outils, donc un outil pour l'inspiration, un outil pour organiser ses idées de manière visuelle, pour justement la tester, voir si elle est bonne ou pas. Un outil pour organiser des to-do list vraiment efficaces, c'est-à-dire plus avoir des to-do list donc plus avoir des to-do list classiques, mais avoir des to-do list qui poussent justement à la production d'idées. Et justement, le fait d'avoir cette to-do list-là, tu verras, ça permet de se focaliser sur l'idée. En fait, le problème lorsqu'on abandonne une idée, c'est qu'on ne sait pas quelle étape, enfin, on pense que l'étape d'après, lorsqu'on produit une idée, on pense que l'étape d'après, elle est moins intéressante que l'étape d'avant. Et justement, le fait d'avoir une nouvelle manière de suivre une idée à travers une nouvelle façon de faire des to-do list, ça va te permettre de rester focus sur une idée que tu as et que tu puisses la garder jusqu'à sa concrétisation. Donc ça, c'est vraiment un élément presque central ou important sur ce truc-là. Ça paye pas de mine comme ça, noyé dans un tas d'outils, mais vraiment c'est quelque chose d'important. Et puis après, c'est juste trois outils que moi j'utilise le plus. Je pensais que c'était intéressant de te les mettre. Qui est deux correcteurs d'orthographe, un outil pour trouver les accords de couleurs et un outil pour télécharger de la musique. Tout ça, c'est vraiment des outils plus de fabrication d'idées, mais comme je ne savais pas où te le mettre, je te l'ai mis dans ce module-là où justement j'aborde les outils. Donc c'est parti, on va voir un outil pour l'inspiration. Donc si tu connais pas, c'est Pinterest. Pinterest, c'est un outil où tu tapes le nom d'une image et tu trouves justement une image. Par exemple, si euh, là, c'est des recherches que j'avais déjà faites précédemment, mais si par exemple je cherche trombone, on était dans les trombones juste avant, je tape trombone, je vais trouver des trucs avec des trombones. Donc si je cherche un musicien qui joue du trombone, si je clique sur cette image-là, en cliquant dessus, ça me permet surtout d'avoir des choses qui sont relatives à cette image-là. Par exemple, si moi j'ai trouvé ça intéressant d'avoir une image en noir et blanc d'un musicien, ben en fait ils vont me donner des trucs en rapport avec une image en noir et blanc avec un musicien, pas forcément qui joue du trombone. Et d'ailleurs, ils vont me trouver peut-être des trucs qui sont plutôt des musiciens avec des guitares, ou par exemple, eux, ils ont considéré que ce que j'ai cru penser être important, c'était la tenue un peu classe, chemise et tout ça, ben, ils m'ont sorti un mec qui est des gens qui ont des chemises. Pareil, là, cette image-là, on comprend pas trop le rapport. Peut-être c'est juste le fait qu'il y ait une personne sur l'image qui est en rapport avec cette image-là. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que si par exemple tu décides que c'est ce truc-là qui t'a attiré l'œil ou un mec avec un poisson, tu cliques dessus, bah, tu vas trouver plein de trucs qui concernent la pêche, et ainsi de suite. Si par exemple c'est le bateau qui t'a attiré l'œil, tu cliques dessus, tu vas avoir plein de bateaux ou plein de paysages qui est en rapport avec cette image-là en fait. Donc ça c'est super intéressant pour justement avoir des idées. Moi je l'utilise extrêmement régulièrement lorsque je veux par exemple créer un site pour une maison de champagne ou pour quelqu'un qui vend du champagne, je tape simplement champagne Champagne. Et là, j'ai plein d'idées de comment présenter mon site ou mon affiche ou mon flyer en quelque sorte.
Donc, une fois que j'ai trouvé, par exemple, cette présentation intéressante, je peux l'enregistrer dans des tableaux. Donc, je clique sur Enregistrer. Et là, je peux aller choisir mon tableau qui s'appelle Champagne et l'ajouter à mon tableau Champagne. Donc là, j'ai tout plein de tableaux que j'ai créés. En fait, des tableaux, c'est simplement euh, Champagne. J'ai plus bref, c'est pas grave. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de créer des tableaux. Donc lorsqu'on est ici dans mon profil, là, je peux créer un tableau et un tableau, ça regroupe des images. Donc, par exemple, là en ce moment, je suis sur de la déco, donc je suis sur de la déco de bureau. Là, en ce moment, j'essaye de refaire la déco de mon bureau, ou en tout cas, mon bureau va changer. Et j'essaye de trouver des idées qui sont un peu originales sur comment je vais décorer mon bureau. Du coup, ça me donne plein d'idées de comment je vais faire pour avoir un lieu qui pousse justement à la créativité. Peut-être que je vais mettre ça comme lumière, peut-être que, enfin voilà, ça pousse à, enfin en tout cas, ça permet d'avoir une vision globale, une sorte d'esprit de ce que tu veux faire. Simplement en créant un tableau. Moi, je l'utilise aussi parfois avec des clients lorsque j'ai besoin d'exprimer une idée. Je crée un tableau je ne sais pas si je travaille pour des voitures, ben, je crée un tableau. Donc le tableau, c'est assez facile à créer. En fait, c'est juste, tu cliques ici sur créer un tableau, tu donnes le nom du tableau, tu dis s'il doit être secret ou pas, si les gens peuvent le trouver ou pas. Et du coup, ben, après, ça te crée une sorte de tableau comme ça. Donc par exemple, là, j'avais fait un tableau où il y a juste une image qui est dedans. Et, euh, et l'idée, c'est ça, c'est de rajouter plein d'images pour pouvoir avoir quelque chose qui puisse donner un état d'esprit. Tu vois, par exemple, là, quand j'ai voulu faire la chambre de mon fils, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis plein d'images qui concernent des chambres d'enfants pour pouvoir essayer de trouver une idée. En fait, on s'est rendu compte que on aimait bien le bleu, on aimait bien le vert, et puis ça nous a donné des idées de mise en situation, de mise en scène. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est génial pour pouvoir avoir de l'inspiration et pour essayer de trouver le style, pour trouver un style en fait particulier. Et une fois que tu as ça, après, bah, c'est assez facile de créer un visuel ou de créer un univers, de créer ton univers. Par exemple, si ton univers, euh, tu vois, là, j'avais créé un truc sur les business entrepreneurs. Par exemple, l'univers, c'était l'univers de la montre, l'univers du business guy. C'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à trouver l'univers de la clé. Et c'est comme ça qu'est né aussi les clés de la réussite. Parce qu'en fait, euh, au début, j'étais parti sur l'idée de faire un truc de business. Et donc, voilà où j'en suis arrivé. C'est aussi comme ça que naissent les idées. C'est comme ça qu'est né mon idée des 10 clés de la réussite. Simplement en arrivant sur ce type d'image-là où tu vois tout des clés et tu peux te dire, voilà, tu as 12 clés. euh, ça peut naître comme ça. En tout cas, tu peux faire naître des idées comme ça, simplement en essayant de trouver des éléments graphiques qui puissent constituer une idée. Donc après, je vais retourner sur cette page-là. Après, un outil pour organiser ces idées de manière visuelle, tu as Simple Mind, qui est ce qu'on parlait juste avant, un outil de mind mapping. Le mind mapping, en gros, ça consiste à mettre ton idée au milieu et essayer de faire des ramifications sur ce que tu veux créer comme idée. Je vais te faire une démonstration en live. En fait, c'est gratuit, sauf que le souci, c'est que c'est pas en ligne. C'est-à-dire que tu es obligé de l'installer sur une machine. Et ce qui est bien, enfin moi ce que j'utilise souvent, c'est surtout la version mobile. J'utilise plus la version mobile que les autres versions Mac ou Windows. Tu as t'as une application justement où tu peux faire ça, elle est facile d'utilisation. Moi, pour des raisons techniques, je vais te montrer l'application sur Mac que j'ai téléchargée tout à l'heure. Donc, ça se présente comme ça. En fait, tu as une application où dedans, tu peux mettre ton idée. Par exemple, si on repart sur l'idée du trombone tout à l'heure, ici, je peux mettre trombone. Et puis, je peux dire, voilà, le trombone, ça peut être un lampadaire. Et puis, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un marque-page. Et puis, ça peut être
je sais pas, un lance, l'utiliser comme, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, l'utiliser comme un siège, j'en sais rien, l'utiliser comme un siège, bref, tu peux comme ça mettre toutes tes idées. Et puis, si par exemple tu trouves que le marque-page ça peut être quelque chose d'intéressant, ou que le siège ça peut être quelque chose d'intéressant, tu peux cliquer là, et puis tu te dis, bah, ok, ça peut être un siège, mais ça peut être quoi comme type de siège? Est-ce que c'est plutôt un tabouret? Alors, un tabouret. Est-ce que c'est plutôt un canapé? Est-ce que c'est plutôt un... je sais pas quoi? Et puis après, dans le canapé, est-ce que c'est plutôt un canapé rouge? Est-ce que c'est plutôt un canapé noir? Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir comme ça dans... En fait, le truc c'est que quand tu as une idée originale, ça peut être vite confus en fait dans ta tête parce que tu as envie de partir dans toutes les directions. Et en fait, le truc, c'est de pas se brider, en fait, de pas se dire, bah, je vais pas partir dans toutes les directions, je vais être focus. L'idée, c'est, ok, ton cerveau est foutu comme ça, il est foutu de manière que tu pars dans toutes les directions. Ben, ok, laisse-le partir dans toutes les directions, mais mets-le sur papier. Mets-le sur papier parce que le fait de le sortir de ta tête, ça va t'alléger. Vraiment, tout le sujet de la formation, c'est ça, c'est t'alléger l'esprit. Mets-le sur papier, mets-le dans un mind mapping, mets-le dans ce truc-là, parce que justement, le fait de le sortir, même si tu avais l'idée que ton trombone c'était un marque-page, le fait de l'écrire, t'y penses plus, c'est écrit, c'est sorti, tu passes à autre chose, tu passes à une autre idée, et peut-être que tu vas avoir l'idée du siège, et là tu vas avoir des idées qui découlent du siège, et là tu vas arriver sur quelque chose qui est hyper important, peut-être que c'est l'idée que tu vas retenir, c'est que ton trombone c'est un canapé rouge, par exemple, un siège, un canapé rouge, voilà. Peut-être que c'est par là que tu vas faire, que tu vas amener ton idée. Mais vraiment, le principe de base de tout le mind mapping et toute la formation que tu es en train de regarder, c'est d'essayer de sortir un maximum d'idées. Et le mind mapping, pour ça, c'est vraiment génial parce que tu peux mettre une idée, par exemple, j'ai une amie en ce moment qui veut créer un site web sur qui veut créer un site web qui serait un concurrent de Le Bon Coin, ben, elle pourrait mettre par exemple ici euh, euh, concurrent, elle pourrait mettre le Bon Coin bis, le Bon Coin bis, et puis après elle pourrait dire voilà, qu'est-ce que pourrait faire le Bon Coin bis? Ben, elle pourrait, je sais pas, ça pourrait être un site web, mais ça peut être autre chose qu'un site web, ça peut être peut-être une application mobile, une appli. Ça peut être aussi simplement des conférences ou un lieu ou une brocante ou un événement ou quelque chose comme ça. Donc vraiment l'idée c'est de pouvoir se dire on a une idée originale, on laisse son esprit partir dans tous les sens, mais on les note. C'est-à-dire qu'on laisse pas... Le problème c'est que quand tu laisses partir ton esprit dans tous les sens, ben, comme tu gardes tes idées dans ta tête, elles t'encombrent et du coup, à un moment donné, tu es crispé en fait. Tu peux plus trouver de nouvelles idées parce que ton esprit est complètement crispé par toutes les idées que tu as dans ta tête. Donc ça, c'est vraiment un outil central et un outil génial pour pouvoir faire le vide dans ta tête et pouvoir trouver l'idée. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon idée de business, c'est comme ça que j'ai pu changer de carrière aussi. Enfin, c'est vraiment un outil qui m'a presque sauvé la vie, ce mind mapping, parce que ça m'a permis de sortir mes idées de ma tête et de les concrétiser. Donc voilà ce qui est voilà cet outil-là, ça s'appelle Simple Mind et je te mettrai tous les liens d'ailleurs dans la formation. Ensuite, on a comment faire des to-do list. Alors, t'as un outil qui est bien pour les to-do list, qui est un outil classique, c'est Google Keep, et c'est pas celui-là que je veux te montrer, juste Google Keep, c'est bien si tu veux faire des to-do list classiques, genre aller faire les courses, ou par exemple là, on va dire que j'avais préparé une to-do list qui est regarder le module 1, avoir des idées, regarder le module 2, commencer à travailler sur l'idée, et regarder le module 3 pour produire l'idée. Bah, par exemple, là, tu viens de finir de regarder le module 1, tu cliques là, et tu sais que tu n'as plus que ces deux trucs-là. Le problème, c'est que quand tu as une to-do list comme ça, tu es tenté d'en rajouter, et puis du coup, tu vas avoir une longue colonne avec tous les trucs, parce une fois que c'est validé, tu l'as toujours dans le champ de vision, en fait, tu le vois toujours ici, ton truc, en fait,
ce que je reproche au to-do list, c'est ça, c'est que même le fait que tu l'aies validé, tu le gardes dans ton champ de vision, et ça, c'est vraiment pénible. Alors, ok, tu peux essayer de purger ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est pas très intuitif. Il y a un outil qui est très intuitif, par contre, pour justement amener ton idée à sa concrétisation, c'est Trello. Trello, ça fonctionne comme ça. Alors, donc voilà, Trello, c'est ça. Euh, J'aurais bien voulu te montrer la version. Je vais faire ça. Trello. Hop. Trello, lorsque tu n'es pas connecté, ça ressemble à ça. Donc après, il faut que tu te connectes et tout ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir, tu vois, d'avoir une idée, de le faire, de le passer en cours et de le passer en mode terminé. Et vraiment de suivre l'évolution de ton idée. Parce que le problème, c'est que généralement, tu n'as pas qu'une idée. Généralement, tu as plein d'idées. C'est évident que tu n'as pas qu'une idée dans la vie. Donc, le truc, c'est de mettre toutes tes idées ici et petit à petit de les faire passer à faire. Et puis, une fois qu'ils sont à faire, peut-être que tu n'as pas tous les éléments qui te permettent de le faire, bah, tu le fais passer en cours. Donc, tu es en train de travailler dessus. Et puis, peut-être que tu as fini ou t'as pas encore totalement fini. Et une fois que tu as fini, poum, tu le fais passer à terminer. C'est exactement ça, en fait, le principe de cet outil-là. Alors après, il y a plein de gadgets autour que moi, j'utilise pas, mais c'est toujours la même chose. Quand tu as un, un outil, tu n'utilises pas forcément 100% de son utilisation. Donc, par exemple, si on regarde dans un truc que j'avais créé, blog, bon, là, si par exemple j'avais une idée d'article, je crée mon idée d'article sur cerveau gauche et cerveau droit. Par exemple, si je veux écrire un article sur ce sujet-là, cerveau gauche et cerveau droit, je le mets dans idée d'article. Et puis après, si je veux créer sur les symboles, sur les symboles, je sais pas, sur les symboles et les images, les symboles et les images en général, donc je peux faire ajouter et ça me crée des idées d'articles. Ensuite, dès que j'aurai, par exemple, envie d'écrire cet article-là, ou le temps, je le mets en cours de rédaction. Donc là, je suis en train de le faire. Donc là, je vais écrire je vais écrire mon article de blog. Puis peut-être pendant que je suis en train d'écrire mon article de blog, en train de faire mes recherches sur le cerveau droit et cerveau gauche, peut-être que j'ai eu une idée d'écrire un article sur la conscience. Sur la conscience, par exemple, je sais pas. Euh, Hop, je le mets dans l'article et je le sors vraiment de ma tête. L'idée, c'est vraiment de sortir les trucs le plus rapidement possible de sa tête pour que ça soit, pour que tu restes léger dans ta tête. Et puis, une fois que tu as fini d'écrire ton article, peut-être que tu as peut-être que tu as envie d'écrire ton article conscience tout de suite, donc tu le passes en cours de rédaction, tu t'écris 2 3 lignes, puis tu retournes dans cerveau gauche, cerveau droit. Une fois que tu as fini de l'écrire, hop, tu le mets en cours d'amélioration. Donc, en cours d'amélioration, ça peut être simplement être en relecture. Donc là, tu peux le mettre en relecture ou en cours de correction d'orthographe. Par exemple, dans mon cas, moi, je fais toujours relire, donc correction orthographique. Voilà. Donc moi, dans mon cas, je fais relire toujours ce que j'essaye de produire. Enfin, j'essaye. Disons que quand je dois aller vite, je le fais pas. Mais au mieux que je peux, j'essaye de faire relire. Donc là, je le place en cours de correction orthographique et je l'envoie à quelqu'un. Alors, si je fais des fautes orthographiques, je l'envoie à quelqu'un pour qu'il le corrige et puis comme ça, je peux m'affairer à ma tâche qui est en cours de rédaction, qui est la conscience. Et puis peut-être pendant que je suis en train d'écrire ce truc-là, j'ai envie finalement d'écrire sur ce sujet. Donc hop, je le fais passer. Et c'est pareil pour tous. Là, je te donne l'exemple du blog, mais ça peut être n'importe quel sujet. Si toi, tu es styliste et que là, tu mets des chaussettes et puis tu les fais passer en cours de création et puis en cours de peaufination ou de je sais pas quoi, d'emballage. Et puis après, une fois que c'est fini, boum, tu le mets en publication. Et une fois que c'est en publication, tu n'y penses plus en quelque sorte, puisqu'en fait, toi, tu te focalises que sur ce qui est en cours de rédaction. Donc, tu vois, c'est un peu plus léger, je trouve. Euh, ou alors peut-être que moi ce que je fais souvent c'est que je mets en cours de pas euh, en attente de publication. Ouais, ça peut être en attente de publication et après tu peux mettre genre publié euh, septembre. Moi c'est ce que je fais souvent, je mets des dates après.
à la fin. Je mets publier septembre, donc par exemple, hop, je mets la formation publier septembre, et puis il va se passer un certain temps, et puis peut-être que ça va être publié octobre, après, octobre. Donc, hop, publier octobre. Peut-être que dans publier octobre, ça va être, tu vois, ce qui est génial avec ce truc-là, c'est que tu peux glisser sur tous les éléments. Hop, tu le fais passer dans publier octobre. Donc, du coup, ça peut te permettre aussi, moi je l'utilise en tant que, j'utilise dans mon dans un truc que j'ai appelé cash flow, dans ma gestion de clients, dans ma gestion de budget, c'est-à-dire que là, je mets les devis que j'ai en cours, que j'ai créés et qui sont en attente de validation. Ici, je mets les devis qui sont signés. Après, je mets les projets qui sont en cours de création. Après, je mets les projets qui sont en attente de validation. Et après, je mets les projets qui sont payés au mois d'octobre, par exemple. Et d'ailleurs, je les mets en trimestre parce que moi, je dois déclarer l'URSSAF en trimestre. Et du coup, lorsque je fais ma comptabilité, je regarde tous les projets qui ont été sortis dans ce trimestre-là. Et j'ai plus qu'à les valider en fait après dans ma comptabilité. Et c'est super facile en fait, c'est simple, c'est rapide surtout. Avant, j'utilisais un tableur Excel, c'était vraiment pénible. Je trouvais que c'était pas du tout intuitif. Et depuis que j'ai trouvé ça, ce truc-là, ce site Trello, c'est nettement plus fluide. Là, tu peux garder des éléments en privé ou tu peux les partager lorsque tu veux travailler à plusieurs ou tu veux collaborer. Donc, cet outil, il est vraiment bien pour justement avoir des to-do list qui te poussent à créer. Parce que quand tu vois, par exemple, là, je sais plus comment ça s'appelle, si c'est un tableau ou si c'est t'as ton récipient, récipient qui est vide, tu te dis, bah, finalement, là, s'il est vide, il faut que je me dépêche, ou en tout cas, il faut que ce matin, lorsque je me réveille, il faut vraiment que je me mette à la production d'idées, puisque là, il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'il y a un manque quelque part, il faut que je le fasse. Peut-être que là, tu vois qu'en cours de correction d'orthographe, il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'il faut que je termine un des trucs pour pouvoir le passer de l'autre côté. Donc vraiment, ça te pousse vers l'avant, ça te pousse à créer, contrairement à ça où je trouve que c'est très figé finalement, c'est trop figé. Donc là, les outils de to-do list, on les a vus. Après, c'est vraiment des outils pratiques, les correcteurs d'orthographique. Donc, moi, j'utilise Bon Patron pour pouvoir corriger un texte. Euh, Lorsque, lorsque j'ai texte, un texte à corriger, j'utilise Bon Patron. Si je vais vérifier le texte, tu vois là, il m'a dit texte, un texte, il doit y avoir un E. On va dire, je lui fais confiance. Et puis après, si je trouve que si j'ai l'impression qu'il a oublié quelque chose ou que j'ai l'impression qu'il y a encore des fautes ou que j'ai envie d'avoir une double vérification, je copie-colle ce texte et puis je le mets ici dans Scriben, qui est aussi un correcteur d'orthographique en ligne. Je le colle ici et je fais vérifier et il va me dire voilà, là il y a un problème, il manque une virgule. En fait, Scriben, il fonctionne beaucoup avec, euh, il fonctionne beaucoup avec les ponctuations. En fait, il fait vachement attention aux ponctuations. Donc, voilà, moi j'utilise ces deux trucs-là, c'est pas forcément parfait, mais ça dépanne bien lorsque tu es nul comme moi en orthographe, c'est Bon Patron et Scriben. Ensuite, pour un outil pour trouver les accords de couleurs, ça c'est assez fascinant, je trouve, ce site-là, ce qui s'appelle color.co. Il est gratuit et en fait, pardon, il est gratuit et en fait tu peux générer des couleurs. Donc, par exemple, alors qu'est-ce qu'il me fait là? Tu peux lui dire, alors je sais plus trop comment il est foutu parce que je l'utilise pas non plus tous les jours. Voilà, tu peux explorer des nouvelles couleurs. Donc ça, c'est des couleurs que les gens ont générées. Quand tu cliques sur générer, en fait, en gros, il va te générer des couleurs aléatoires. Donc c'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans explorer et de regarder justement ce que les gens on fait comme couleur. Et après, ce qui est aussi intéressant, tu peux le classer par best. C'est-à-dire que si tu te mets en best ici, tu vas voir qu'il y a des gens qui... Donc il va charger.
un petit peu long, le pépère. L'idée, c'est de classer les accords de couleurs par les meilleurs, enfin ceux qui ont été le plus vus ou qui ont été le plus partagés ou le plus téléchargés en quelque sorte. Donc là, on voit par exemple cet accord de couleur-là a beaucoup été regardé. Donc ça veut dire que c'est peut-être probablement pour toi un bon accord de couleur. Après, c'est vraiment au feeling en quelque sorte, quoi. Donc c'est vraiment un logiciel qui est intéressant. J'aime bien ce logiciel-là aussi pour beaucoup de raisons, notamment en PAO. Si par exemple je vais voir ce truc-là, cet accord de couleur-là, en PAO, en fait, ce qu'on a besoin, donc là, on a des numéros en hexadécimal, c'est bien pour le site, pour le web. Le web, on peut utiliser cette couleur hexadécimale où tu peux copier-coller ça dans Illustrator, justement, pour pouvoir avoir ta couleur dans Illustrator, ou tu peux aller dans Ajuste, et donc tu vois tes correspondances, en fait, RVB et CMJN. C'est-à-dire que si par exemple tu veux faire un dépliant ou quoi que ce soit et que tu as besoin d'une couleur CMJN parce que tu es en flux CMJN ou tu es en flux RVB, tu peux réceptionner justement les correspondances couleurs ici ou ici. Après, tu peux modifier comme tu veux le truc. Tu as même la correspondance Pantone. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme couleur, enfin comme outil pour justement gérer la couleur et puis pour pouvoir trouver des correspondances couleurs. Par exemple, il y a aussi, si par exemple je veux garder ce bleu-là et ce vert-là, je clique sur Generate et normalement, alors peut-être que je dis une bêtise, oui, je dis une bêtise. Je ne sais plus pourquoi c'est fait, mais je crois que lorsque tu cliques là, bref, je ne l'utilise pas assez régulièrement pour pouvoir vous faire une démonstration plus poussée que ça, mais l'idée c'est vraiment de trouver des accords de couleurs et moi enfin, l'outil que j'aime le plus dans ce site-là, c'est surtout trouver les correspondances RVB et CMJN. T'as pas besoin d'avoir un pantonnier pour pouvoir trouver ton Pantone, donc ça c'est cool parce que un pantonnier, je crois que ça coûte dans les 150 euros si tu veux t'acheter un pantonnier et si tu sais pas à quoi ça ressemble un pantonnier, ça ressemble à ça, et ça coûte entre 50 et 100 euros, quoi. Donc, si t'as pas forcément le budget pour investir dans ce truc-là, tu peux toujours utiliser ce site-là qui est intéressant justement pour pouvoir avoir des références couleurs, et, euh, et voilà. Après, il y a toujours le problème de l'étalonnage écran. Si tu montres ce site-là à ton client et que toi, tu arrives chez toi et que tu reprends la même couleur, il est possible que tu vois pas la même couleur sur ton écran que sur le sien parce qu'il y a un problème d'étalonnage. Mais au moins, ça te peut permettre de donner une ordre d'idée de couleur. Si par exemple, tu es chez ton client ou chez un ami ou je sais pas qui, que tu as besoin de montrer une couleur, tu peux aller sur ce site-là, tu vas sur ça, tu te mets dans Pic, on va dire, et puis tu te dis, voilà, est-ce que tu préfères quoi comme couleur? Est-ce que tu préfères ce bleu-là? Est-ce que tu aimes bien ce bleu-là? Si tout le monde est OK sur ce bleu-là, si tu dois faire en sorte que tout le monde soit OK sur une couleur, on va dire, bah, tu te mets comme ça, puis après, simplement, tu notes cette valeur qu'il y a ici, ou tu notes les valeurs qu'il y a ici. Enfin, après, c'est à toi de voir quelle valeur que tu as besoin. Est-ce que c'est plutôt du CMJN? Alors, CMJN, je dis CMJN, mais CMUK, c'est la même chose, hein. C'est cyan, magenta, jaune et bleu. CMJN, non, c'est noir d'ailleurs. Ok, c'est noir. CMJN, cyan, magenta, bleu, cyan, magenta, jaune et noir. Je crois que c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Cyan, c'est bleu, magenta, c'est violet, rouge, quoi. Et yellow, bah, c'est jaune. Tu le vois quand je vais pas te faire un cours de couleur, mais voilà. Tu le vois quand tu fais ça, et puis tu vois le magenta quand tu fais ça, et tu vois le cyan quand tu fais ça. Voilà. Bref, c'est pas un cours sur les couleurs, mais c'est un bon outil pour trouver justement les bons accords de couleurs. Et puis, donc, voilà, un outil pour télécharger des musiques libres de droit, surtout pour télécharger des musiques avec lesquelles tu risques pas d'être embêté sur des sites sur des sites comme YouTube ou choses comme ça, ou sur Facebook, qui ont des propriétés intellectuelles, ou enfin qui ont des pratiques sur les propriétés intellectuelles assez drastiques, et du coup tu peux te faire striker une vidéo ou quoi que ce soit. Tu peux réutiliser ces musiques-là parce qu'elles sont, ouais, c'est des vieilles musiques, genre t'as Bach, t'as Mozart, t'as Beethoven, mais je crois aussi euh,
tu vois, royalty free music, c'est-à-dire que tu as des musiques libres de royalty, donc c'est-à-dire que tu peux les utiliser comme tu veux, tu peux les réutiliser dans une de tes musiques, tu peux les réutiliser dans fond de vidéo, tu peux les réutiliser comme tu veux, c'est vraiment libre. Tu peux, euh, tu vois, période, par exemple, tu peux prendre des musiques qui sont assez récentes aussi. Le 21e siècle, on va dire, tu peux choisir des musiques et surtout tu peux les classer par ordre de préférence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis des notes sur les musiques. Par exemple, si tu veux, tu peux prendre cette musique-là, c'est de la danse apparemment, et tu peux l'écouter en direct. L'écouter. Ouais, c'est souvent des musiques un peu comme ça avec des pianos, avec des clavecins aussi. Donc c'est surtout des vieilles musiques, mais ça peut être intéressant. Moi, je sais que j'en ai pris quelques-unes de Mozart ou de Beethoven ou de je sais pas qui. Surtout, elles sont en bonne qualité. Et ça peut être intéressant lorsque tu veux créer quelque chose. Donc voilà, le module 1 est terminé. J'espère que ça t'a appris beaucoup de choses. J'espère que tu vas passer à l'action et surtout tu vas appliquer ce truc-là sur la créativité, sur comment trouver des idées et surtout que tu vas mettre cette habitude-là en place